Bonjour. Crois-tu avoir la fibre entrepreneuriale? Si oui, t'es-tu laissé emporter? Si oui, as-tu l'impression de t'être fait avoir? Devenir travailleur autonome en a fait rêver plusieurs et pour la majorité, c'est malheureusement viré en cauchemar. Nous serions-nous trompés sur ce que c'est en réalité? Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger en explorant les différences dans les façons de penser et d'être. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Aujourd'hui, comprendre la différence entre salarié et solopreneur va te permettre de faire un choix éclairé si tu n'as pas encore fait le saut et de te repositionner si tu te trouves dans l'impasse du cul-de-sac. Pourquoi je parle d'une impasse du cul-de-sac? C'est, dans le fond, l'impasse du cul-de-sac, c'est d'être rendu au point où on pense s'être trompé. Lorsqu'on a écouté l'élan de ta fibre entrepreneuriale et qu'on songe au retour au salariat en considérant cela comme un échec. Et c'est souvent ce qui amène les gens du soloprenariat vers l'acharnement parce que c'est comme si on retourne vers le salariat, c'est parce qu'on a échoué. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode-là. Il y a, tu sais, ça fait quand même 10 ans que je suis en business, donc j'en côtoie du monde, je fais du réseautage à plein, je vois et j'entends toutes sortes de choses épouvantables au niveau du soloprenariat et de l'entrepreneuriat et le salariat. Et là, je te le dis, je me ferai pas aimer ni par les solopreneurs, ni par les salariés, mais peut-être par les patrons. En tout cas, on va voir. Ça se peut que ce soit un épisode quand même assez long parce que je vais te parler de mon cheminement. Donc, comment je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. En passant par l'étape de passer de salariat vers le soloprenariat. Donc, je vais approfondir ça aujourd'hui. Fait que j'ai aucune idée de la durée de l'épisode. Je te le dis tout de suite, ça se peut qu'il soit un petit peu plus long que d'habitude. Parce que j'ai des choses que je veux amener à ta conscience, que tu sois dans le soloprenariat, que tu penses à y aller ou pas. Je pense que ma vision est un petit peu différente de la majorité des gens. Puis cette différence-là dans ma vision de tout ça s'est précisée encore plus depuis peut-être les 2, 3 dernières années, autant par mon parcours personnel que par mes clientes qui ont franchi des étapes, des seuils importants au niveau de leur vie, au niveau de leur carrière. Puis, je pouvais pas passer à côté de te partager ça parce qu'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de pression sociale euh, qui touche le soloprenariat. Je sais pas si tu es capable de te repositionner, je sais pas moi, il y a peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. J'ai de la misère à me situer parce que bien sûr, j'étais très loin de là dans ces années-là, mais quand même. Euh, d'être travailleur autonome, là, ce que j'appelle le soloprenariat, c'est d'être travailleur autonome. Être travailleur autonome, il y avait beaucoup, soit des gens qui étaient très, très, très spécialisés dans ce qu'ils faisaient, ou il y avait une croyance sociale qui était véhiculée, ben, crime, c'était ceux qui sont des travailleurs autonomes, c'est parce qu'ils sont pas capables de se trouver une job. Il y avait beaucoup de travailleur autonome était presque tabou à une certaine époque, mais je me souviens pas quand, mais ça fait quand même un bon bout de temps parce qu'on est rendu dans complètement l'autre bord. Ou c'est peut-être parce que je côtoie ce milieu-là que j'ai l'impression que tout le monde est rendu vers là. Mais on est comme rendu complètement l'autre côté où est-ce que
devenir travailleur autonome est comme à la mode, est comme la vague du jour. Et il y a comme des préjugés sur ceux qui sont encore pognés à avoir une job du 9 à 5 et tout ça. Et il y a comme vraiment des préjugés. Puis c'est comme s'il y avait une division des sectes. Je sais pas trop comment appeler ça, mais une espèce de encore une fois, une différence qui crée de la distance entre deux mondes, celui des employés, des boss et du 9 à 5 et celui de l'entrepreneuriat, le soloprenariat, le multiprenariat, le transprenariat. Il y a tellement à cette heure de versions de l'entrepreneuriat qu'on sait plus. Il y a le reprenariat aussi qui est en mode, là, puis qu'il y a beaucoup de formations qui se donnent pour ceux qui reprennent des business, qui achètent des business et tout ça. Fait que, tu sais, l'entrepreneuriat est comme en pleine émancipation. Puis, il y a toutes sortes de façons de penser, de toutes sortes de mouvements qui divisent de plus en plus ces deux mondes-là. Et bien sûr, en tant que podcasteuse de la richesse des différences qui vise à comprendre au lieu de juger et de fusionner au lieu de diviser, ben je pouvais pas passer à côté de ça. C'est vraiment, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va te déranger dans ce que je vais dire. Peu importe que tu sois salarié ou solopreneur, je vais brasser un petit peu toutes ces croyances-là qui nous torturent vraiment, peu importe la posture où est-ce qu'on est. Donc, comment je t'amène ça? Je veux vraiment te faire voir un petit peu la vie. Je fais comme un rewind avant l'histoire du salariat puis du soloprenariat. Je te ramène à comment on chemine dans la vie, comment on progresse dans la vie. Puis, en partant de quand on vient au monde, puis quand on est tout petit, la seule vérité qui est immuable et par laquelle on a tout passé, c'est on est tout petit, puis on voit des grands, puis on a envie de devenir grand. Notre seul but, là, quand on est petit, c'est de devenir grand. C'est cool parce qu'on n'a rien à faire. On n'a rien à faire, c'est sûr qu'on va grandir. Et lorsque on commence à grandir, puis que là, on arrive à côtoyer d'autres enfants, à commencer la petite école, ben la comparaison s'installe un petit peu, puis là, ben le trop, puis le pas assez commence à s'installer avec ces grands chevaux, comme on dit au Québec, là. Donc, le trop et le pas assez, donc on est trop petit, trop grand, pas assez vite, trop lent. Donc, les syndromes du trop et pas assez commencent à s'installer parce que on commence à côtoyer d'autres gens comme nous, donc d'autres petits qui aspirent à devenir grands et l'espèce d'urgence s'installe par la comparaison. Puis, on glisse là-dedans, là, tête baissée, les deux yeux fermés, puis on y va à fond la caisse. Je veux grandir, puis je veux être euh, euh, plus, plus, mieux tout le temps. Donc, ensuite, on arrive au stade où est-ce que l'adolescence, dans le fond, si on s'assit pour regarder ça d'un œil évolutif, c'est quoi l'adolescence? C'est que on est rendu grand. OK? La plupart du temps, quand on arrive à l'adolescence, vers, je sais pas, moi, 15, 18, 20 ans, ben, on est rendu des grands, là. OK? Fait que l'objectif change. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que cette zone-là est tellement inconfortable parce que l'objectif change et il n'est pas aussi facile. C'est quoi notre objectif inconscient? Ben, plus ou moins conscient. C'est on veut devenir un adulte. OK? Et là, bien sûr, dans l'adolescence, ce qui fait qu'on est si arrogant, c'est qu'on pense tout savoir. On regarde nos parents aller, puis on se dit, ils connaissent rien, sont démodés, ils comprennent rien à ce qu'on vit, ils vivent dans l'ancien temps encore. Donc, notre hyper arrogance d'adolescence, c'est qu'on croit savoir mieux
On croit pouvoir faire mieux, on croit pouvoir être mieux. Donc, on se croit supérieur et on essaye de se le prouver. Et bien sûr, l'objectif devient de prouver notre autonomie. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Ben finalement, on reprochait beaucoup de choses à nos parents, puis euh, on se rend compte que ben finalement, ça coûte cher la vie. Finalement, ça prend du temps pour passer le balai, puis tout ça. Puis c'était vraiment drôle parce que ma fille, quand elle était petite, ben, j'y donnais beaucoup de responsabilités, tu sais, passer l'aspirateur, des lave-vaisselle, des choses comme ça, puis et qu'elle trouvait ça épouvantable. Puis quand elle est partie en appartement, c'était vraiment, j'étais vraiment surprise. Elle a toujours été très mature, mais là, elle m'avait vraiment surpris. Elle dit, maman, elle m'appelle, elle fait un exprès pour m'appeler, maman, merci de m'avoir fait passer l'aspirateur puis vider la vaisselle parce qu'elle dit, il y a tellement de choses à faire quand on arrive en appartement que si j'avais pas eu un minimum, j'aurais trouvé ça épouvantable de passer de rien du tout à tout ce qu'il y a à faire. Et là, elle me remerciait de faire autant, de faire tout ça, parce que c'est tellement, on le sait en tant qu'adulte, il y a tellement de petites choses qu'on fait sans que ce soit nommé au sens propre. Tu sais, faire la vaisselle, c'est concret. Mais pour moi, faire la vaisselle, ça veut dire aussi laver le comptoir, la hotte du poêle, la poignée du frigidaire, tu sais, mais on appelle ça laver la vaisselle. Mais tout ça, si c'est pas enveloppé de tous les petits à côté, puis on nomme pas tous les petits à côté. Donc, on se rend compte à l'adolescence, donc la période transitoire d'enfant à adulte, nous fait nous rendre compte qu'on a jugé impertinemment, dans le fond, les adultes en leur disant peut-être qu'on disait que les adultes font rien que se plaindre, mais tu sais, les adultes, tu sais, tout dépendant de l'adolescent, comment il voit un adulte. Ah, il fait rien que travailler. Ben ouais, mais il faut ramener de l'argent. Mais là, on le découvre quand on devient, quand on découvre le adulthood, si on peut appeler ça comme ça, donc la vie d'adulte. Fait que c'est encore une fois une désillusion où est-ce que, enfant, on perçoit, on conçoit les adultes, puis c'est quand on transite vers l'autre posture qu'on se rend compte qu'on était dans le champ, là, qu'on connaissait rien finalement. Et c'est pour ça que c'est si difficile, la période de jeune adulte, parce que on est confronté à toutes nos illusions et ça nous met en désillusion et c'est frustrant, c'est choquant et la pression du trop et pas assez est encore pimpée, donc renforcée par encore de courir vers plus, d'atteindre et d'être toujours plus. Donc, deuxième étape, l'adolescence, donc la transition vers l'enfance et la parentalité, l'adulthood. Donc, d'enfant à adulte, encore un choc et une désillusion. Qu'est-ce qui se passe après? Ben là, on a l'axe du marché du travail, mais on va passer en premier par l'axe de la parentalité. OK? Donc, je suis en train d'écrire mon livre sur la parentalité, donc j'ai beaucoup de plaisir là-dessus. Quand on arrive au niveau de la parentalité, c'est sûr que quand on est enfant, c'est tellement, 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 puis on a toutes les raisons du monde, avec raison, de juger nos parents, puis que ce soit eux, je pense que c'est la seule période où est-ce que c'est les autres qui sont trop passés. Donc, on est dans, avant de devenir parent, on juge nos parents d'être trop ou pas assez. Et on se dit, ah, moi, je serai jamais de même. Moi, je ferai jamais ça. Moi, j'aurais fait ça de même. Moi, j'aurais eu besoin de ça. Pas, puis mes parents étaient pas capables, pas là, pas, peu importe. Donc, c'est le festival des reproches. Donc, c'est comme une espèce transitoire, puis je le réalise live en te le partageant. Donc, c'est l'espace où que c'est nos parents qu'on juge comme étant trop et pas assez. Et c'est bien facile parce qu'on l'a jamais essayé. Et c'est encore une fois une méga turbo désillusion lorsqu'on devient nous-mêmes parents, que ce soit après 5 ans d'être parent, que ce soit après 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce que moi, ma fille est rendue à 30 ans, donc peu importe
après combien de temps ou pendant combien de temps on reçoit des espèces de tapes sur la gueule et qui nous frappent très fort, violemment des fois, pour se rendre compte à quel point c'est difficile d'être parent, c'est complexe d'être parent, c'est exigeant, c'est l'espace où ce qu'on découvre nos limites, qu'on n'a pas le choix de dépasser. On se donne pas le choix parce qu'on aime tellement nos enfants et on veut tellement, c'est là que les syndromes du bon parent et du mauvais parent s'installent. Donc, encore une fois, le trop est pas assez s'installe dans une autre étape d'évolution, de découverte que ce que c'est qu'être un humain dans les différents rôles entitaires, relationnels, identitaires, bien sûr. Donc, on se découvre dans différents paliers évolutifs qui nous permet de nous connaître, de nous découvrir dans nos besoins, dans nos limites et surtout quand la parentalité s'installe, ben on découvre ce que c'est que d'être en charge de quelqu'un d'autre et la lourdeur de cette responsabilité-là change de forme pendant des années. Bébé, c'est boire, manger, faire caca, mais enfant, ben c'est l'habiller, le faire garder, la course, de combiner les agendas. Après ça, c'est l'adolescence. Quand j'en passe, on sait c'est quoi, là, OK? Fait que, encore une fois, euh, on se retrouve dans une étape d'évolution X qui nous contraint à nous découvrir et ben, on n'avait pas fait le choix de se découvrir, on avait fait le choix d'avoir un enfant, on n'avait pas fait le choix de se découvrir, on a choisi de grandir, puis on est devenu adolescent. Donc, c'est tout comme des pièges dans lesquels on se fait baiser, on se sent abusé parce que c'est comme s'il y avait tout le temps des petites lignes dans le bas du contrat et qu'on n'était pas foutu de les lire, de savoir qu'il y en a, puis d'en comprendre le sens, même si on l'avait lu. Fait que c'est vraiment des étapes choquantes et l'une des plus aberrantes, mais c'est pas aberrant le mot, c'est vraiment l'une des plus saisissantes. Moi, c'est vraiment qui m'a saisie parce que je me suis rendu compte que la séparation slash divorce est aussi une étape. C'est comme si la séparation puis le divorce était rendu que ça faisait partie intégrante du cheminement d'une vie parce que c'est rendu quasiment la normalité. Moi, quand mes parents sont séparés en 75, ils étaient dans les premiers, là, ça se faisait pas avant. Tu te mariais puis tu mourais ensemble, là. Mais depuis les années 70, 80, 90, ça augmente. Puis ça, c'est sans compter depuis les années 2020, où est-ce que ça a explosé les ruptures, parce qu'avec le confinement, on n'a pas eu le choix de se rendre compte qu'on n'était pas bien avec la personne qu'on était. Donc, ça a fait exploser la normalité de la rupture slash séparation slash divorce. Et je me suis rendu compte que ce processus-là était tellement ancré chez nous, par rapport à des consultations que j'ai eues et tout ça, je me suis rendu compte que c'était tellement ancré que cette normalité-là se plaçait. Donc, il y a des gens qui se mariaient et là, du moment qu'ils étaient mariés, le couple commençait à dégénérer parce que inconsciemment, il était programmé pour s'en aller vers la prochaine étape qui était la rupture au niveau de la vie personnelle. Fait que là, j'ai fait comme, wow, OK, on est tellement endoctriné par nos croyances socioculturelles qu'on les suit spontanément sans même s'en rendre compte, même pour des histoires de relations de couple. Là, je capotais vraiment quand j'ai regardé ça. Et si on prend l'autre axe, et là, après ça, il nous reste rien qu'à attendre à mourir. Tu sais, attendre la rentrée à l'hospice, la rentrée à l'endroit pour mourir, au mouroir, comme dirait mon chum, et après ça, mourir. Tu sais, ça, on n'a pas besoin d'en parler, là, c'est là. Mais là, si on prend la route de se trouver une job, se trouver une job, c'est dans le fond, c'est comme connexe à développer notre autonomie puis combler notre rêve d'indépendance. Donc, de faire la preuve qu'on est un adulte parce qu'on a une job. Et cette job-là nous procure soit notre confiance en nous,
notre réalisation, notre découverte de nos compétences confirmées, parce que c'est sûr que si on a passé par l'école en plus, ben là, on a nos étiquettes, nos certificats qui nous confirment qu'on a une valeur, qu'on a quelque chose à offrir, qu'on sait quelque chose, puis qu'on est capable de faire quelque chose. Donc, encore une fois, on glisse dans un moule inusité qui nous amène à pouvoir, tout dépendant selon nos aspirations face à une job. Donc, est-ce que je suis allée à l'école pour avoir un meilleur salaire, pour avoir des meilleures conditions, pour pouvoir, euh, peu importe, là, il peut y avoir plein de raisons qui motivent le passage par l'école ou le non-passage par l'école parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'aimait pas ça, on n'était pas capable, on n'avait pas envie, peu importe, et on choisit un autre. Et encore là, on va être très sélectif sur les jobs parce que la société a véhiculé, si tu n'as pas d'études, tu t'en vas nulle part. Mais dans les années 90 à peu près, on s'est rendu compte de ce paradoxe-là, où est-ce qu'on nous a fait croire que plus qu'on étudie, plus qu'on va avoir une meilleure job, mais quand on sort de 10 ans d'école, ben on n'a pas d'expérience au niveau des jobs et on se fait revirer de bord pareil. Tandis que on part par le début, ben ça dit, t'as pas de certificat, on peut pas te donner tel salaire. Donc, il y avait beaucoup, c'est beaucoup moins pire aujourd'hui, mais on partait tellement de loin qu'il en reste encore là, de ces limitations-là. Certificat, pas certificat, expérience, pas expérience. Et ce qui est cool avec tout ce qui s'est passé avec le COVID puis tout ça, ben l'âge a tombé parce qu'il y avait aussi des contraintes d'âge. Donc, tu sais, il y avait tellement, il y a tellement de croyances sociales au niveau de l'employabilité et des contextes pour se faire engager, puis les jobs, puis tu sais, puis on parle même pas de hiérarchie, puis d'étapes salariales, puis tout ça, là, OK? Donc, je parle même pas de ça, là. Je parle juste de qu'est-ce qui nous amène à aller se trouver une job. Et à un moment donné, pouf, le soloprenariat a vu le jour. Et c'est vraiment fascinant que c'est comme si le soloprenariat s'est effacé pendant un bout de temps. Parce qu'avant, tu avais, tu sais, le boulanger, le pâtissier, le docteur, le mécanicien, l'électricien, tu sais, tous les besoins fondamentaux du quotidien de la vie. Ben, tu sais, c'était le bonhomme du quartier ou du village. Puis, tout le monde utilisait ces ressources-là. Il y avait tout, soit ils faisaient ça de chez eux, il y avait tout pignon sur rue, puis ils passaient d'import. Donc, c'était, tu sais, un type d'entrepreneuriat où est-ce qu'on fait juste répondre aux besoins. Et avec le temps, ben là, on est passé vers, il y a bien d'autres choses que des plombiers puis des électriciens qu'on a besoin. Donc, l'émergence, c'est comme si ça s'est effacé parce que là, les grosses business ont pris de l'ampleur. Là, et là, tu sais, c'était plus vu comme des entrepreneurs ou des solopreneurs, c'était vu comme des business, des entreprises. Et là, il fallait tellement qu'ils répondent à la demande. Donc là, ils étaient rendus avec des employés. Donc, c'était plus du soloprenariat, c'était des entreprises. Donc, tu devenais entrepreneur. Mais là, il y a comme une mutation, comme par magie qui s'est passée, où est-ce que les gens se sont dit, ben, coudonc, je suis capable. Donc, ça a été comme un à l'envers. Les employés se disaient, ben, je vais le faire à mon compte. Fait qu'ils sortaient des business et là, ça a comme créé la semence de, au lieu d'être payé juste pour mes heures, ben, je vais être payé pour tout. Je vais avoir la cote, la commission, et la naissance de toutes les les potentiels dormants, si on peut dire comme ça, toutes les gens qui ont décidé de croire qu'il y avait quelque chose à offrir, qui ont choisi de croire en eux, parce que c'est ça, à la base, le soloprenariat, c'est je choisis de croire que j'ai quelque chose à offrir, et ça peut être d'autres choses que de la plomberie puis de l'électricité, là. Donc, les coachs ont commencé à surgir comme des champignons parce que les premiers coachs au début, c'était des coachs sportifs. Après ça, il y a eu des coachs entrepreneuriaux, il y a eu des coachs et la spiritualité s'est installée. Donc, et après ça, les soins du corps. Donc, tout a pris de l'ampleur et là, c'est rendu le free for all, donc le laisser aller pour tous. Où est-ce que on peut créer une business
à partir de n'importe quoi. Et ce n'importe quoi-là, c'est un talent, un plaisir, un divertissement, euh, une connaissance, une compétence. On sait maintenant qu'on peut se partir à notre compte pour, avec n'importe quoi, dans mesure où on choisit de croire qu'on a quelque chose à offrir. Et si je suis fidèle à moi-même, mais je vais dire de choisir de croire que ta différence va faire toute la différence. C'est vraiment ça. Donc, on se retrouve qu'on a maintenant l'opportunité de croire suffisamment en soi pour démarrer une business en n'importe quoi. Donc, il y a maintenant des entrepreneurs, des boss, des enseignants, des coachs, des fournisseurs, des vendeurs. Donc, des vendeurs, il y a les MLM. Des fournisseurs, il y a les MLM. Donc, il y a plein de business qui ont changé de forme. Donc, toutes les MLM sont sorties parce que, justement, les entreprises ont compris que les meilleurs vendeurs sont des consommateurs et le principe des MLM est sorti où est-ce que on paye plus on paye plus d'entrepôts, on paye plus de représentants, on paye vraiment, les consommateurs sont rémunérés pour parler ils tripent sur quelque chose qu'ils consomment. Donc, c'est vraiment une stratégie excellente. Donc, le marketing a, a changé de forme avec les années. On ne va plus cogner aux portes comme on faisait à l'époque. On consomme, puis on tripe, puis on en parle à nos amis, puis on en vend. Donc, c'est vraiment, le marketing a changé de forme, c'est vraiment tripant. Et on a le choix de parler, bien sûr, d'un produit. Donc, les MLM sont là pour ceux qui choisissent de croire en un produit. Mais ceux qui choisissent de croire en eux, ben là, on rajoute un challenge un petit peu plus serré parce que on est le seul à pouvoir être convaincu de ce qu'on a à offrir, là. Fait que on s'entend que la marche est plus haute à monter. Mais euh, qu'est-ce qui arrive quand on devient solopreneur? C'est que comme les ados comprennent les adultes, comme les enfants comprennent les parents, les solopreneurs comprennent maintenant les boss contre lesquels ils ont bougonné, qui étaient pas disponibles, qui avaient tout le temps l'air fatigués, qui avaient pas le temps, qui étaient exigeants, qui nous payaient pas le salaire qu'on voulait. Donc, et là, je le sais, là, je me fais lancer des tomates. Mais c'est ça, pareil. C'est le même principe que ado pour adultes, enfant pour parents. Quand on arrive solopreneur ou entrepreneur, c'est pareil. On découvre, on met les culottes du boss contre lequel on a bougonné et on se rend compte que je suis pas pour donner un salaire de fou à mon employé, je me paye même pas moi-même. Je suis pas pour donc toute notre vision change lorsqu'on se retrouve dans les culottes du boss et tout comme chacune des étapes, ça nous confronte à un choix. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et le l'espèce d'impasse que je trouve vraiment euh, chiante, que je trouve vraiment triste, dommage, déplorable, c'est que quand on fait le choix d'être parent, on se donne plus le choix après. Quand on a fait prétendument le choix d'être adolescent pour passer à adulte, parce qu'il y a des adolescents là, éternels, là. Il y en a qui ont 50 ans puis sont encore des ados, là, OK? Donc, quand on a fait le choix de passer à adulte, c'est un choix qu'on a fait et on pouvait changer d'idée n'importe quand. Quand on devient parent, c'est plus difficile de changer d'idée n'importe quand, mais il y a quand même un repositionnement qui peut se faire au niveau de nos limites, au niveau je donne-tu ma vie à mon enfant ou je partage ma vie avec mon enfant? Donc, tu sais, il y a comme on peut se repositionner. Quand on arrive solopreneur, c'est comme si on avait adopté le même comportement inconscient, spontané, de ne plus se donner le choix. Et
ce principe-là, cette expérience-là, ce phénomène-là, je vais dire, ce phénomène-là où est-ce qu'on se retire le choix, on le vit dans notre vie au quotidien et on le vit avec intensité dans le soloprenariat. Je t'explique ce que je veux dire. Se donner le choix, on le perd de vue souvent dans le soloprenariat parce que on, soit on n'a pas le choix parce qu'il nous faut de l'argent, soit on se donne pas le choix parce qu'on a des enfants à nourrir, une maison à payer. Donc, au niveau financier, c'est la première impasse la plus irritante, je dirais, du soloprenariat, où est-ce que on se donne, c'est comme si on n'avait plus le choix de générer des revenus et que on se retrouve dans une situation où on se sent seul au monde avec cette pression-là. Et c'est un des premiers constats inconscients à lequel on ne pense pas lorsqu'on est salarié, que cette pression-là, elle est décuplée lorsqu'on est boss, employeur, parce que il faut plus juste se faire manger nous-mêmes, il faut faire manger tous nos employés. Et cette pression-là qui pèse une tonne, ben c'est pas tout le monde qui est fait pour gérer cette pression-là. Euh, et je trouve que les boss sont vraiment, c'est comme si c'était une race méconnue. Une race méconnue. C'est comme si on regarde juste une facette des boss. Puis quand on devient solopreneur, on n'a même pas le temps de, de le voir, ça. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette émission-là, pour te permettre, si tu es dans l'impasse, de, de t'asseoir 5 minutes et avant de te proposer que c'est un échec de quitter le soloprenariat et que c'est une honte de revenir vers le salariat, de, de t'asseoir et de voir que finalement ton boss pourrait devenir un complice parce que maintenant, t'as porté ses culottes. Maintenant, tu es en mesure de le voir pour ce qu'il est. Tu es en mesure de devenir un bras droit, un coéquipier, un partenaire dans une entreprise, au lieu de le voir comme un gestionnaire qui t'impose ses règles, qui t'impose de dépasser tes limites, qui t'impose plein de choses. Euh, Parce que tu sais maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière, backstage, là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir. Et c'est dans cette posture empathique-là que tu risques de vivre ton retour vers le salariat très, très, très différemment si tu prends le temps de t'asseoir et de constater que à l'époque où tu étais salarié, tu voyais pas l'arrière-scène. Maintenant que tu connais l'arrière-scène, la joie que je vais te mettre dans cet épisode-là, c'est que maintenant que tu connais les deux côtés de la face, tu connais le salariat et l'entrepreneuriat, ben, tu es en mesure d'aller vivre le salariat sainement. Tu es en mesure de vivre le salariat différemment parce que tu ne feras plus de ton boss ce que tu en faisais avant. Peu importe le boss que tu vas avoir, tu le verras plus de la même façon. Donc, ta posture de salarié privilégié de ne pas avoir se casser la tête avec tout ce que le boss se casse la tête, qui a le courage, la persévérance, la témérité, l'endurance, la tolérance d'être dans ses culottes, ben, tu sais maintenant si c'est fait pour toi ou pas. Et moi, ce que je veux qu'il ressorte vraiment de cette émission-là, c'est de ne pas voir un retour au salariat comme un échec. C'est, j'ai fait une expérience. Dans ta vie, tu as sûrement eu plein de jobs en tant que salarié, là. C'est rare qu'on a une job en tant que salarié puis qu'on passe à solopreneur, là. C'est vraiment rare, OK? Donc, c'est sûr que tu as eu différents emplois. Pourquoi tu as eu différents emplois? Parce que
ton plaisir, c'est précisé, tes besoins, c'est précisé, de ce que tu avais envie, tes aspirations à gravir des échelons. Donc, à chaque emploi que tu as fait, ben, t'as appris à te connaître, tu as développé des potentiels que tu t'ignorais, tu sais, tu t'es développé. Donc, pourquoi tu as changé de job? C'est parce que tu as précisé ce que tu avais envie et tu t'es déplacé. Donc, je dis toujours, le salariat, le soloprenariat, c'est pas une autre job, c'est un mode de vie. Mais là, dans ce contexte-ci, dans ce contexte-ci spécifiquement, je vais dire, vois le soloprenariat comme une autre job dans le sens où une autre expérience pour générer des revenus qui précisent ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu es capable d'endurer, ce que tu n'es pas capable d'endurer, ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Mais la chose qui se révèle le plus, c'est t'as-tu envie, t'es-tu capable, t'es-tu une personne faite pour vivre avec les montagnes russes du salariat? Dans le fond, tes revenus, là, la seule chose qui ne changera pas en tant que travailleur autonome, c'est que le revenu change. Dans le salariat, le revenu augmente, mais il ne change pas au sens proche du terme. À toutes les semaines, tu sais comment tu gagnes, là. Donc, d'expérimenter le soloprenariat va te faire découvrir ton niveau de tolérance à avoir des fluctuations au niveau de tes revenus. Et tu as le droit de ne pas être capable de gérer ça. Tu as le droit de ne pas aimer ça, là. Donc, c'est pour ça que je suis plus capable d'entendre des gens qui ont peur puis qui ont honte de revenir vers le soloprenariat lorsqu'ils découvrent qu'ils sont en train de faire des burn-out, des dépressions, qui font de l'anxiété à côté, qui font des semaines de 70, 80 heures parce qu'il faut qu'ils fassent des posts sur Facebook, puis les médias sociaux, puis blablabla, puis qui dépensent des fortunes pour leur visibilité puis se faire connaître, alors qu'elles ne sont pas capables de gérer le stress des fluctuations au niveau des revenus. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne le sait pas comment on va être capable de le gérer, ça. Puis, on ne peut pas imaginer ce que ça l'exige de nourrir sa foi en je n'ai pas aujourd'hui, je vais en avoir demain. C'est énorme ce que ça l'exige. Donc, quand on arrive dedans, on, on imagine, même si on le savait, parce que veut pas, on le sait, là, OK? Donc, quand on fait le saut, là, on peut pas avoir pensé à ça. Ben, en tout cas, je pense pas, là. Je pense pas qu'on peut pas avoir pensé 5 minutes à se dire, je sais pas comment je vais faire pour générer des revenus de manière constante, de manière suffisante. Tout ça, veut pas, ça s'est placé à un moment donné ou à un autre et on se retrouve dans l'impasse de se dire, euh, j'y suis pas arrivé. Et ce j'y suis pas arrivé là, il peut surgir au bout d'un an, il peut surgir au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, OK? Parce que ça se joue là. Tu sais, les fluctuations, ben, ils peuvent fluctuer comme ça, ils peuvent fluctuer comme ça, puis ils peuvent fluctuer comme ça. Mais les fluctuations n'arrêtent jamais, là. Fait que c'est pour ça que ceux que ça va comme ça, ben, ils vont toffer plus longtemps. Mais le stress est là quand même. Même si c'est pas un stress que tu te ronges les ongles le matin en te levant pour dire, je sais pas comment je vais faire payer mon mois. C'est un stress qui est comme constant, qui doit s'apprivoiser, mais que on doit avoir la présence, euh, la, le respect de nous pour nous voir où est-ce qu'on est rendu dans notre posture et de se donner le choix. Se donner le choix, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, que ce soit apprendre à jouer d'un instrument, apprendre une nouvelle job, devenir solopreneur, dès que tu fais quelque chose et que tu as l'impression de ne plus avoir le choix, c'est là que ça fait boum. Pourquoi boum? C'est parce que du moment l'âme est très émancipatrice. L'âme, là, elle vient d'un endroit illimité. Il n'y en a pas de limite, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de manque, ça n'existe pas. Donc, dès que tu t'enlèves le choix, c'est comme si tu commençais là, à refermer un étau sur ton âme.
moins tu te donnes le choix, plus tu te sens coincé. On le sent dans notre ventre, on le sent des fois c'est dans notre gorge, dans notre cœur, dans notre ventre. C'est souvent dans notre ventre où ça va être les épaules. On se met tellement de pression que les épaules nous font mal. Le cou, la tête, on a mal dans le cou parce qu'on n'est plus capable de dire non. On n'est plus capable de regarder en arrière parce qu'on se force à regarder en avant. Ça se manifeste tellement de tout plein de façons que quand on arrête de se donner le choix, ça coince dans le corps parce que le point de fusion entre l'âme et l'ego, c'est la tête, le corps, et plus on se sent coincé, plus il y a de la crispation, plus il y a de la densité, que ce soit par le peur, l'anxiété, le stress, la pression, peu importe la forme que ça prend, plus on est crispé, plus on se sent coincé, plus c'est dense, plus l'âme se sent limitée, contrainte, et on perd de notre vitalité, de notre énergie. Donc, on perd énormément du moment qu'on pense qu'on n'a plus le choix. C'est comme, je sais pas, moi, tu pars ta business, ça va super bien, mais au bout de 5 ans, pouf, ça plante. Mais là, tu dis, j'ai pas le choix. Comment je vais faire d'autres revenus? J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Donc, fais attention. Si tu t'es déjà entendu dire j'ai pas le choix, trouve une autre recette ou change d'axe ou change de posture, réagis, mais redonne-toi le choix ou souviens-toi de ton choix. OK? Parce qu'on a souvent l'impression qu'on n'a pas le choix alors qu'on a oublié pourquoi on a fait notre choix. Alors, je répète, on a souvent l'impression qu'on n'a pas le choix ou qu'on n'a plus le choix parce qu'on a oublié le pourquoi on a fait un choix X dans le passé. Et c'est pour ça que c'est super important que tu te ramènes à tes pourquoi lorsque tu penses ne pas avoir le choix et te souvenir que euh, ton pourquoi était un espace de plaisir normalement. Tout comme pourquoi je me suis partie en affaires? Ben, parce que j'ai choisi de croire en moi. Je suis convaincue que ce que j'ai va servir à du monde. Mais là, tu constates que ben, finalement, il n'y a pas autant de monde que ça qui tripe. Puis là, tu deviens dans l'acharnement, tu te dévoues, et tu fais plein de choses qui te sortent de ta zone de plaisir et tu t'égares dans il faut. Il faut, c'est le syndrome par excellence d'un ego, peu importe lequel. Donc, dès que tu te retrouves dans il faut, dès que tu t'entends dire il faut, intercepte-toi, surtout dans l'entrepreneuriat parce que tu vas t'épuiser. Il faut rien, OK? Moi, j'ai roulé ma business pendant 9 ans avec à peu près pas de médias sociaux. Puis, j'ai réussi quand même, là. Donc, c'est le- 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 la stratégie. Puis, dis-toi aussi que ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation en marketing quantique. Dis-toi que ta clientèle est comme toi. Fait que s'il y a quelque chose que t'aimes pas, qui t'attire pas, qui te parle pas, que tu le sens pas, ça te donne rien de passer par là. C'est pas ta clientèle qui va être là. Fait que c'est vraiment important de regarder ça. Je me rappelle quand j'avais organisé mon salon, puis là, je me disais, c'est où qu'il y a le plus de masse? Puis, ben, c'est la TV, la radio. Fait que j'avais publié à la radio. J'écoute pas la radio. J'ai jamais écouté la radio. Ça m'agresse écouter 5 minutes de radio. Je l'ai compris. Ma clientèle n'était pas à la radio. Donc, il y a bien des postures sur lesquelles c'est important de se repositionner. Fait que je te partage mon parcours entrepreneurial euh, qui est tellement bizarre. Ben, surtout le comment je suis devenue, parce que j'ai pas choisi en tant que telle, c'est vraiment la vie qui m'a poussée là. Ça a été vraiment particulier. J'étais, tu sais, j'ai démarré mon entreprise en 2017. Euh, de 2012 à 2014, j'arrêtais ma médication euh, parce que j'avais eu mes 4 dépressions, puis là, j'avais eu mon diagnostic de bipolaire, j'étais médicamentée. Fait que, tu sais, ça a été un processus. Puis, en 2012, là, j'ai fait le choix tu sais, j'avais beaucoup cheminé, j'avais des processus de commencer, puis tout ça. Puis j'ai fait le choix de
arrêter ma médication. Fait que j'ai fait une grosse méga stratégie pour pas rechuter et tout ça. Donc, en 2014, j'avais pas mal fini ma médication. Je commençais à apprendre à vivre au présent. Et j'ai, en m'entraînant à vivre au présent, j'en ai parlé un petit peu dans quelques épisodes où est-ce que j'apprenais à être hyper présente, à me concentrer sur mes sens, à être à l'écoute, à l'auto-observation. J'en ai fait. L'auto-observation, c'est vraiment ce qui m'a aidé à revenir. Parce que quand tu fais 4 dépressions, à un moment donné, tu deviens comme un laboratoire. Là, fait que je m'observais beaucoup, je m'étudiais beaucoup pour comprendre, pour sortir de là. Surtout avec la bipolarité qui me proposait que j'allais prendre des pilules à vie. Fait que, tu sais, j'étais comme, fait que l'auto-observation, c'est vraiment ce qui m'a aidé à sortir de tous ces engrenages-là. Donc, quand j'ai appris à vivre au présent, ça a été, ce qui m'a fasciné, c'est le temps. Le temps se perçoit très différemment. Mais je me suis mis à me réveiller en plein milieu de la nuit et j'ai fait un dessin. J'ai fait un dessin sur une feuille, je pense 11-17, en tout cas 12-14, 12-16, whatever, une grosse feuille, me lève, puis je fais un dessin, une espèce de schéma de c'est quoi la vie. Puis là, j'étais comme, puis là, je regardais tout ça, puis ça expliquait la vie, l'évolution, euh, le rôle de nos besoins, notre système de valeurs, comment on se développe, comment on grandit. En tout cas, une espèce de dessin, puis là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Et s'en est suivi de bien d'autres nuits où est-ce que je me suis réveillée et j'écrivais. Les autres nuits, c'était pas sous forme de dessin, j'écrivais et je pouvais écrire 10, 12, 20 pages et après je relisais ça et j'étais comme mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis qu'est-ce que je suis supposée faire avec ça? À l'époque, je travaillais en 2013, j'avais commencé à travailler dans une compagnie de porte de garage et j'étais au marketing. Donc, je gérais des campagnes de Google. Ben, à cette heure, ça s'appelle Google Ads, mais avant, ça s'appelait Google AdWords. Donc, je gérais des campagnes de Google AdWords. Donc, je faisais du marketing, puis j'avais été engagée là. Je savais même pas que ce job-là existait parce que j'avais terminé mes 10 ans d'adjointe adjointe de direction générale dans une firme d'évaluateurs agréés parce que ça avait été vendu à Raymond Chabot Grant Thornton. Fait que là, il avait tout mis le monde dehors ou presque. Surtout une adjointe hyper polyvalente, alors que dans cette entreprise-là, chaque personne fait une affaire, puis ils sont 5 à faire la même affaire. Fait que moi, regarde, oublie ça, je survivrai pas. Fait qu'ils m'ont mis dehors. Et fait que je me suis retrouvée chez Tandem International, c'est une entreprise qui simule du travail en entreprise. Et là, je me suis mis à faire continuer mon perfectionnement au niveau d'Excel, parce que j'étais calée au niveau d'Excel. Le genre, je vais aller approfondir la comptabilité aussi. Puis, tu sais, l'idée commençait à se promener de ce serait peut-être cool que je me parte à mon compte. Puis, fait que, je l'avais déjà fait, mais pas sérieusement. Je faisais des sites web à l'époque. Fait que ça remonte à très, très, très longtemps. Et fait que et pendant que j'étais chez Tandem, ben, Garaga qui, utilise Tandem pour son recrutement, ben, m'a mis le grappin dessus, puis il a dit: «Ah, elle est collée en Excel, elle est calée en logique, on la veut» et ils m'ont ramassée et j'ai négocié mon salaire sans même savoir c'était quoi que j'allais faire comme job, mais j'ai dit: «Moi, si je retourne travailler, c'est pas pour repartir en bas de l'échelle. Je suis partie d'un job à tel salaire, ben, je repars à autant, sinon plus. Ça passe!» Fait que ça a l'air que je croyais déjà en moi. J'ai une excellente référence, c'est sûr. Ma boss, pour qui j'ai travaillé pendant 10 ans, m'a très bien recommandé. Fait que je rentre là et je découvre un métier qui est la gestion de campagnes de Google Ads. Je gère au-dessus de 100 campagnes, Québec, Ontario, Maritime, États-Unis, français, anglais, bien sûr, pour les commerçants, les distributeurs, les fournisseurs de portes de garage. Et là, je découvre un métier. Je trippe parce que j'adore les statistiques. Et j'ai du fun à jouer avec ça et je découvre, puis tu sais, j'ai un esprit
tu sais, en étant multipotentiel, j'ai un esprit comme, je fonctionne comme un ingénieur. Donc, je vois beaucoup en dehors du cadre, je réfléchis beaucoup en dehors du cadre. Fait que je comprends, je saisis comment ça marche en testant des stratégies très audacieuses qu'il a fallu que je challenge mon boss. Je te dis, c'est de même, il faut faire ça. Puis, tu sais, j'insistais, mais tu sais, il y avait comme une période transitoire que ça coûtait une beurrée. Puis là, après ça, frouf! Le coût par clic, il baissait de manière importante, mais le début de la stratégie faisait qu'elle coûtait beaucoup plus cher. Fait que là, il fallait que je négocie avec mon boss. Fait que je négociais avec mon boss. Je dis, regarde, ça, oui, là, ça fait peur, là, mais je te dis que ça marche. Puis si on le teste pas, ben, on perd de l'argent. Fait que je tiens mon bout, puis il dit, bon, ben, regarde, prends tel client, puis envoie, on fonce, on le fait. Comme de fait, la stratégie fonctionne et là, on déploie tout ça dans toutes les campagnes. Fait que je prends beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance dans ça. Et vient un temps où est-ce que je suis même capable d'automatiser parce que Google Ads offre des outils d'automatisation. Fait que j'arrive à automatiser ce que je fais. Fait que je perds un peu de motivation parce que c'est rendu trop facile, là. Je fais juste sortir mes stats le lundi, je regarde, je gosse un petit peu les campagnes que ça fait. Puis, tu sais, fait que je viens. Donc, en 4 ans, je découvre un métier, je le maîtrise, je l'automatise, puis c'est ça. Fait que j'avise ma boss. Et là, on engage quelqu'un, fait que ça me prend 6 mois à former la personne à faire ce que je fais parce que c'est très complexe. Et je me pars en affaires, puis je me dis, ah, ça va être facile, je gère 100 campagnes à doigts, j'ai fait sauver des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars à mon boss. Ça va être facile de me partir en affaires. Et mon Dieu, que je me trompais. Parce que c'est pas mal plus facile de dépenser 1,5 million qui t'appartient pas que de dépenser 1000 pièces qui t'appartient plus ou moins parce que tu es en démarrage d'entreprise. Fait que j'étais vraiment euh, pleine d'illusions quand j'ai parti ma business parce que en plus, la stratégie Google Ads, c'est pas d'avoir la première position, mais c'est bien d'avoir la deuxième. Et dans un milieu hyper compétitif, c'est facile à gérer ça. C'est facile à gérer ton quality score, c'est facile à gérer bien des choses, mais quand tu arrives à gérer un milieu que tu es tout seul, parce que dans le mieux-être, l'éveil de conscience, développement personnel, il n'y a personne qui ose investir là-dedans. Fait qu'il y a juste moi qui était assez débile. Fait que j'étais toute seule. Fait que c'était très difficile pour les robots, l'algorithme Google, de me comparer parce que j'avais pas de comparatif. Fait que ça a été long à faire monter mon quality score, mais j'y suis arrivée et j'ai vraiment baissé mon coût par clic. Fait que c'était vraiment génial. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, j'avais un gros syndrome et c'était celui du syndrome d'imposteur. Je sais pas si tu as déjà fait le saut en tant que solopreneur, mais c'est sûr que si tu as fait le saut, tu sais de quoi je parle. Et le syndrome d'imposteur, c'est qui suis-je, moi? Est-ce que je suis vraiment assez? Est-ce que je suis pas trop? Donc, c'est vraiment l'espace où on se demande est-ce qu'on était vraiment à notre place. Et moi, pour arriver à aider des gens, moi, j'avais tu sais, j'ai fait un secondaire 5. J'ai fait un petit DEP, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Fait que, tu sais, d'arriver dans un secondaire 5 et prétendre que j'avais tout ce qu'il fallait pour aider des gens, alors que le chemin de la vie était si peu valorisé à l'époque. Mon chemin de la vie avait été extrêmement difficile. Euh, donc, je pouvais pas faire autrement que savoir que j'avais quelque chose à offrir, mais j'avais quelque chose à offrir qui ne se mesure pas. Donc, j'avais pas de diplôme pour appuyer ma conviction. J'avais que mon vécu, mon expérience, mon ressenti. Je savais comment je me sentais mal avant, puis comment que je me sentais mieux. Puis je croyais tellement que j'y pense là. Puis, tu sais, je me revois en 2017, j'étais tellement convaincue que j'avais quelque chose à offrir, puis j'avais encore tellement de chemin à faire parce que depuis 10 ans, j'ai tellement fait de chemin que, tu sais, je pouvais pas imaginer qu'il me restait tout ça à faire. Je ferme la parenthèse, je reviens, ben, j'ai comme eu un flash en me replongeant en 2017, à quel point j'étais convaincue que j'avais toutes les réponses. C'est comme un adolescent qui sait tout. Fait que, mais en devenant
en devenant solopreneur, en ayant mes premiers clients, euh, à chaque client, puis ça se produit depuis 10 ans, à chaque client, que ce soit sa première ou sa cinquième rencontre, euh, ou que ce soit des accompagnements là, entrepreneuriaux, donc sur plus du long terme, à chaque rencontre, j'apprends quelque chose sur moi. Je découvre quelque chose sur moi. Je confirme un choix que j'avais fait inconsciemment. Je pose le regard sur des compétences, des connaissances qui étaient passées fruits sans que je m'en rende compte. Je découvre le processus du soloprenariat, de l'accompagnement. Et le syndrome d'imposteur commence à se dissoudre lorsque je découvre ma spécificité. Ma spécificité, ça veut dire quelle différence que j'ai par rapport à tous les autres qui font ce qu'ils font, ce que je fais ou qui se ressemblent, ou peu importe l'accompagnement. Et à l'époque, bien sûr, j'étais en début, là, j'étais en démarrage, fait que ma campagne Google Ads, elle roulait, là. Mais tout à coup, je commence à réaliser que ceux qui ressortent de mon local, ceux qui ressortent de ma rencontre, je me rends compte que ce que je leur ai apporté, je connais personne qui aurait été capable de leur apporter ça. De part, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai été capable de leur apporter ça? Parce que, un, je l'ai vécu. Et ça, tu sais, quand tu as été voir des psychologues ou des psychiatres, tu te rends compte que, il y en a qui ont vécu des choses, mais il y en a qui ont appris la psychiatrie puis la psychologie, puis je dénigre pas, ils ont un rôle important à jouer, mais je réalisais que euh, ce que j'avais vécu et ce que j'avais réussi à faire de ce que j'ai vécu valait bien plus que bien des certificats parce que je savais que c'était pas quelque chose qui s'apprend à l'école, mon parcours. Et donc, ça faisait de moi une personne hautement qualifiée pour aider les gens parce que je m'en étais sortie, parce que j'étais pas restée dans le piège, dans l'impasse, dans la victimisation. J'avais réussi à faire quelque chose de ce que j'avais vécu et pas rester piégée dans euh, les rôles que j'avais distribués, que ce soit la victime ou peu importe. Donc, j'avais réussi à progresser, à évoluer à partir de mes expériences au lieu de rester pris dedans. Et ça, je me disais, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Et plus que je nourrissais cette réalité-là, plus que j'avais des consultations plus complexes, et je me suis rendu compte que euh, le, le, le syndrome d'imposteur se diluait. Et plus le syndrome d'imposteur faisait ça, plus mes performances de ma campagne Google Ads faisaient ça. Et là, j'ai fait comme, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? J'ai vraiment fait une corrélation de cause à effet que plus je crois en moi, moins je doute de moi, plus ça a un impact. Je commençais à toucher à ce que j'ai développé en 2019, le marketing quantique. J'ai réalisé, et puis c'est vraiment à l'époque, là, dans cette période-là, j'avais commencé à faire beaucoup de salons d'exposition, donc je côtoyais beaucoup de praticiens, que ce soit des gens qui faisaient des soins, de la médiumnité, euh, peu importe, OK? Je connaissais plein de praticiens du mieux-être, puis là, j'étais comme, hey, il y en a qui sont vraiment hot, là. Puis je voyais que la seule façon qu'il y avait de se faire voir, c'était dans les salons, qu'il n'y avait pas de site web, qu'il n'y avait pas de visibilité d'aucune sorte. Les médias sociaux, ça, tu sais, ça roulait pas tant que ça à l'époque. Tu sais, c'était pas la pierre angulaire de bien des business. Fait qu'il y avait, tu sais, il y avait comme... Et là, je me suis dit, ben, crime, je vais aider les gens à, euh, à, à se faire voir. Donc, je me suis dit, je vais amener les gens. Fait que là, j'avais créé des ateliers Go Client. C'est vrai, je repense à ça live, là. J'avais créé Go Client. Donc, ça, c'était pour aider les gens à comprendre la différence Google Ads par rapport à tout autre service et les amener à l'utiliser. Donc, de créer leur campagne puis les aider à gérer leur campagne. Mais là, je réalise que en changeant moi,
en changeant ce que je crois sur moi, en dissolvant mon syndrome d'imposteur, que ça a eu un impact sur ma campagne de Google Ads. Fait que là, j'arrête tout ça. Et là, je fais comme, ah, je peux pas leur dire que Google Ads est hot s'ils ont une posture d'imposteur à côté. Tu sais, s'ils croient pas en eux, ce sera pas Google Ads qui va croire en eux, OK? Donc, l'impact quantique vibratoire de notre conviction, notre conception de nous, je me suis rendu compte que ça avait un impact. Donc, que tu passes par le journal, les médias sociaux, Google Ads ou les salons, ou peu importe le réseautage, si tu crois pas en toi suffisamment, ça va faire bang. Et c'est là que j'ai décidé de déployer le marketing quantique, donc de travailler plus sur l'individu, l'entrepreneur. Donc, les fondations de l'entrepreneur, c'est sur l'individu. Mais si l'individu est convaincu d'être trop ou pas assez, euh, s'il y a des blessures émotionnelles actives, là, comme, je sais pas moi, la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice, ces blessures-là ont un impact sur ta conception de toi, puis ta capacité à croire que tu es capable de faire une différence chez les autres. Fait que là, c'est là que en 2019, j'ai mis en place le marketing quantique pour dire, hey, ça te donne rien de publier nulle part si tu crois pas en toi. Et là, c'est là que je me suis mis à accompagner des solopreneurs. Fait que je suis partie de très loin, là. Quand j'ai parti ma business, j'ai aidé les victimes d'agressions sexuelles ou d'abus sexuels. Et là, 2 ans plus tard, je suis rendue que j'enseigne le marketing quantique, une approche que j'ai développée moi-même. Fait que tu sais, ça a vraiment fait, mais où est-ce que je m'en vais avec ça, tu sais? Fait que je me rendais compte que j'avais une hyper capacité à développer des outils, à développer de la conscience, à amener beaucoup de conscience. C'est sûr que je continuais de cheminer sur moi parce que ma transition majeure qui m'a fait justement passer de l'humain standard à une lucidité identitaire, relationnelle et quantique, c'est mon processus transitoire vers le neurosensoriel que j'ai vécu en 2018. Donc, en décembre 2018, j'ai pris ma formation avec Stéphane Drouet sur le neurosensoriel. Pourquoi? Parce que quand j'avais commencé à donner des conférences en 2017 et j'avais vécu vraiment un choc, un grand, 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 grand choc physique, extrêmement physique, transitoire, qui m'a fait passer de victime à héros par rapport à mon agression sexuelle. J'étais convaincue d'être une victime, puis j'avais plein de croyances qui m'avaient amené dans des schémas de vie, une sexualité malsaine, des relations malsaines. En tout cas, je me suis vraiment égarée à partir de l'agression sexuelle. Et lorsque je me suis mis à donner des conférences pour aider les gens à sortir de l'impasse de l'agression sexuelle, je suis tombée en amour avec moi en train de donner une conférence. Je suis tombée en amour à mon Dieu, j'ai donc bien à offrir, juste parce que j'avais choisi de partager mon parcours, de me voir autrement, de me concevoir autrement. Et lorsque j'ai vécu ça, euh, je pensais, je pensais que j'étais guérie. Je pensais vraiment que j'étais guérie parce que je me disais que je suis capable d'aider du monde, ça doit être parce que je suis guérie. Mais dans le fond, j'avais appris à vivre avec. J'avais réussi à en faire d'autres choses. J'avais réussi à me repositionner, mais j'étais pas guérie. Et pourquoi j'appelle ça guérie, là? C'est que dans ma tête, j'avais beaucoup cheminé, j'avais beaucoup progressé, mais mon corps, là, quand on dit la mémoire est dans l'eau, je ne partirai pas là-dessus parce que c'est pas le sujet de l'émission, mais la mémoire est dans l'eau. Donc, l'eau, là, est dans notre corps et pas dans notre tête. Notre tête, là, c'est un album photo. Puis les photos, ils ne changent pas. Quand même que tu regarderas une photo pendant 10 ans, la photo ne changera pas. Mais ton corps, il est malléable. Donc, quand tu as une blessure d'un traumatisme quelconque, c'est dans le corps que tu vas pouvoir transmuter la chose parce que le système nerveux, c'est corps-tête. Donc, tu ne peux pas inverser le processus juste parce que ça te tente. Il faut que tu refasses un processus corps-tête pour être capable de overwriter, overlapper, flipper la photo en question. Fait que, et c'est ce que j'ai compris avec la formation neurosensorielle parce que quand j'ai vécu mon extase de libération, quand je suis tombée en amour avec la conférencière qui était capable d'aider des gens, je suis tombée en amour avec la victime que j'avais fait de moi, avec mon bourreau et avec l'expérience. Donc, ce flip-là que j'ai vécu, là, c'était tellement hot
j'étais vraiment survoltée. Dans le fond, j'ai fait un rêve, puis je me suis réveillée en pleine nuit, totalement survoltée, en sueur, exaltée, de la misère à respirer, tellement que j'étais dans une méga extase, puis j'ai vraiment flippé ma conception de moi à partir de là. Et c'est à partir de là que j'ai comme commencé à investiguer, mais qu'est-ce que j'avais vécu? Parce que j'avais vécu quelque chose de tellement intense que j'aurais jamais pu concevoir ou imaginer, que je me suis dit, ben j'en veux encore, parce que j'avais d'autres traumatismes à me libérer. Et je me suis mis à aller du côté de l'hypnose, de la PNL, du Brain Gym. Tu sais, Brain Gym m'a aidé à me sortir de bien des impasses, mais les mouvements primitifs aussi m'ont aidé beaucoup, mais l'hypnose, la PNL, ce que j'ai constaté, c'est que c'était dans la tête, ça marchait pas. Fait que quand je suis arrivée vers le neurosensoriel, là, tu sais, il explique vraiment bien le processus du système nerveux. Et c'est là que j'ai compris que c'est par le corps qu'il faut que ça passe. Et comme de fait, j'ai été capable de faire plein de soins et d'intégrer ça dans ma pratique. Et après ça, je l'ai changé de forme, mais au départ, c'est vraiment le processus de Stéphane Drouet que j'avais utilisé pour moi, puis utilisé pour ma clientèle aussi, plus en 2019. Fait que, à partir de là, là, je comprends. Donc, ça, ma formation en neurosensoriel, ma transformation de l'agression sexuelle et mes statistiques, mon Google Ads, puis mon développement entrepreneurial, tout ça a fusionné pour dire, hey, l'individu, là, on peut pas le sortir de l'entrepreneur et c'est pour ça que j'ai tellement, puis que j'en fais encore de l'accompagnement en marketing quantique, parce que si on travaille pas sur le solopreneur, on est sur l'individu avant l'entrepreneur, ben la business, elle va toujours boiter, là. C'est comme construire une maison, c'est un solage tout croche, là. Ça marchera pas, là. Fait que c'est vraiment là que j'accompagne les gens parce que j'ai compris, non seulement par je me suis mis à avoir beaucoup plus de clientèle, mais en plus, ma campagne de Google Ads, même quelque chose d'informatique, un robot automatisé, une intelligence artificielle était capable de gérer ça. Comment ça se pouvait? Fait que, tu sais, j'ai fait comme, crime, ça a de l'impact même dans ça. Fait que ça, pour moi, c'était tellement synchronisé que ça pouvait pas être dissocié. Puis c'est pour ça que j'ai compris que, et c'est là que j'ai mis en place ma plateforme PSM pour que je gère le mouvement quantique, que je gère la campagne Google Ads, puis que j'évalue les praticiens quand ils venaient vers moi pour dire, ben garde, la posture est-tu correcte pour aller sur une plateforme comme ça? Parce que, veux pas, ça nécessite un investissement financier. Fait que, après ça, ben, fait que ça prend de l'ampleur. Je sors mon premier livre, mon deuxième livre, et l'écriture de mon deuxième livre, j'ai vraiment fait plusieurs sauts quantiques. Ça a pris 2 ans à écrire mon deuxième livre, mais j'ai fait une multitude de sauts quantiques qui m'ont permis de maîtriser de plus en plus l'intangible, la malléabilité, la réalité et tout ça. Et là, c'est ce qui m'a amené vraiment à me repositionner. Puis, à un moment donné, il est arrivé un phénomène que j'ai beaucoup de solopreneurs qui viennent vers moi, ceux qui travaillent beaucoup sur eux-mêmes, qui se disent: «Crème, avant, j'avais plein de monde, puis là, j'ai plus de monde». Et c'est là que j'ai compris un autre phénomène intéressant du soloprenariat, c'est que plus tu évolues, plus tu as une clientèle spécifique. C'est comme un entonnoir. Tu sais, au début, tu es capable de servir n'importe qui, puis n'importe qui a besoin de toi parce que ton niveau d'évolution, ton niveau de conscience, puis surtout que tes clients viennent te livrer ce que tu as besoin. Fait que tu as besoin de beaucoup. Fait que, puis tu as besoin de n'importe quoi. Fait que tes clients viennent te livrer n'importe quoi, puis plein de choses à la fois. Donc, c'est sûr qu'au début, on a beaucoup de clients. Puis plus que ça que tu te développes, plus que tu, fait que t'as moins besoin des clients, il y a moins de gens qui sont aptes à recevoir ce que tu as parce que c'est de plus en plus avancé comme enseignement. Donc, c'est sûr que ça fera pas, tu sais, tu n'auras pas le même type de clientèle, ta clientèle évolue et les choses changent. Donc, et ça, c'est quelque chose encore qu'on nous dit pas, qu'on sait pas, qu'on comprend pas, mais qui se place. Fait que quand on comprend la synergie
client et professionnel, là, on va appeler ça comme ça, quand on comprend cette synergie-là, ben, notre posture change, puis on doit permettre d'avoir une clientèle plus pointue euh, parce qu'on évolue, puis on a moins de besoin de gérer ça. Et c'est pour ça que euh, dans mon processus, un autre des pièges qu'on nous dit pas au niveau du soloprenariat, surtout dans la relation d'aide, c'est le sapristi de syndrome du sauveur qui s'installe. Et ça a été vraiment une impasse qui s'est glissée tellement en douce que ça m'a pris vraiment un bon bout de temps à le réaliser, puis ça m'a vraiment fâchée. C'est que ma business, elle faisait ça, puis elle montait, puis elle montait, puis euh, à un moment donné, ça l'a comme plafonné. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai, après, là, je t'en parle aujourd'hui, mais j'étais pas consciente à l'époque, là. J'ai réalisé, je sais maintenant, que ce plafond-là était, je ne m'amuse plus à moi, parce que c'est ça, être solopreneur, c'est choisir d'œuvrer à sa réalisation. Et je ne m'amusais plus à moi, je, 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 je créais un besoin, tu sais, j'étais convaincue que les gens avaient besoin de moi, puis j'étais là pour les autres. Et j'ai arrêté cette cet aspect bidirectionnel-là, où est-ce que on est convaincu qu'on a tout ce qu'il faut, puis qu'il faut qu'on donne, on donne, on donne, puis tout ce qu'on voit, c'est que les gens ont besoin. Fait que j'ai pris conscience que j'étais tombée comme par magie, sans m'en rendre compte, dans le syndrome du sauveur, où est-ce que le sauveur est bien sûr un pourvoyeur et ne s'accorde que très peu de recevoir. Fait que j'avais à me repositionner dans ça de manière importante et sérieuse. Fait que j'ai commencé un processus vraiment pour sortir du syndrome du sauveur parce que, et ça m'a vraiment saisi parce que je me suis dit, crime, si je veux rien que sauver du monde, ben je crée du monde en détresse. Parce que là, tu sais, j'enseignais la création puis tout ça, puis là, j'étais comme, ah, ben là, je veux plus créer du monde en détresse. Et il y avait un de mes amis qui me disait tout le temps, on peut-tu apprendre sans se faire chier? On peut-tu évoluer sans être traumatisé? Puis c'était vraiment drôle. Parce que bien que, tu sais, moi, je me disais, il va toujours en avoir du monde dans la misère, là, on les crée pas, là, c'est comme la vie nous permet d'évoluer de différentes façons. Mais j'étais comme tu sais, j'étais comme en accord avec lui, parce que je me disais, crème, ça serait le fun de pouvoir évoluer sans se faire chier. Et c'est là que, après bien des années que ça disait monte un programme, monte un programme, monte un programme, c'est là que j'ai décidé de mettre en place mon école Confetti ta vie, parce que j'ai, je voulais justement que les gens, parce qu'en consultation, même ceux qui prenaient du long terme, ben, on passait tout le temps d'un bug à l'autre, d'un problème à l'autre, d'une détresse à l'autre, d'un inconfort à l'autre, d'une douleur à l'autre. Et je me disais, hey, on peut-tu progresser sans passer d'une merde à l'autre? Et c'est pour ça que j'ai mis en place mon école, parce que mon école est montée de façon pédagogique. Donc, on repart avec les bases, puis on apprend c'est quoi un humain, on apprend comment se développe l'ego, on apprend à le gérer, on apprend à le créer, puis après ça, on redevient conscience, on redevient choix. Donc, c'est vraiment un processus de renaissance, de réincarnation qui, qui fait que c'est comme si on vient au monde, mais cette fois-là avec un mode d'emploi. Fait que c'est beaucoup plus facile et confortable de progresser dans un processus comme ça que d'attendre d'avoir un bug puis de venir me voir en consultation. Fait que j'ai même pensé, puis là, j'ai des étudiantes qui ont dit non, mais j'ai même pensé arrêter de faire du one-on-one, de la consultation privée, parce que je me disais, ben, je veux plus que le monde passe d'une bébite à l'autre. Puis là, ma clientèle disait, hey, t'es-tu folle? On a bien trop besoin de ce que tu nous offres. Parce que, tu sais, je fais des soins, je fais de la consultation, mais tu sais, je me disais, ben, crime qui passe par l'école. Et là, ça disait, non, 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 non. Un, on a besoin des deux, on veut les deux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris les deux, qui sont venus à l'école et qui ont continué d'avoir de l'accompagnement privé. Tu sais, on m'a confirmé plein de fois qu'il fallait que je continue comme ça. Fait que je continue comme ça. Mais c'est sûr que moi, je recommande à ceux qui veulent évoluer, progresser, de passer par mon école, parce que je trouve ça, moi, plus confortable. Parce que tu vas à ton rythme,
pas secoué, t'es pas... parce qu'en consultation privée, on fait tellement des bons, des sauts majeurs qu'après ça, il faut tout en remettre de ça. Tandis qu'avec l'école, ça progresse beaucoup plus confortablement, beaucoup plus smooth. Et donc, et là, vu que j'étais sur mon plateau que je plafonnais dans ma business, ben là, j'ai sombré à pleine pine dans le même piège que tous les entrepreneurs, le piège du il faut. Bon, ben, il faut que je me fasse voir, il faut que je publie, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je développe ça, Et là, je suis rentrée dans il faut et je suis sortie de mon plaisir. Et que ça a fait? Je suis sortie de mon plafond pour dropper. Fait que là, j'ai fait comme ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et il a fallu que je me repositionne pour ramener le plaisir, sortir du il faut, sortir du syndrome du sauveur pour être capable d'avoir du plaisir à faire ma business. Et c'est là que j'ai découvert le podcast, ce qui régale tes oreilles aujourd'hui, je l'espère, parce que j'ai même, par le il faut, j'ai même passé par la stratégie des webinaires. Là, je radoterai pas à vie, là. Tu sais, j'étais comme, ben non, c'est pas vrai, là. Fait que là, j'ai fait comme, OK, dans le fond, étant donné que je sais maintenant que ma clientèle, mon entonnoir est rendu tellement fine parce que je travaille avec du monde, euh, je suis capable d'accueillir tout le monde de l'entonnoir, mais ceux qui sont prêts puis qui choisissent de venir vers moi sont très précis. Ça demande, c'est des gens qui exigent d'avoir confiance en les gens. Et c'est là que je me suis dit, ben, le podcast va leur permettre de me découvrir, de me connaître et de créer la relation de confiance qui va les amener vers mon école pour progresser confortablement. Fait que et surprenamment, j'ai tellement du fun à produire mon podcast, à jaser avec toi toutes les semaines, à te livrer ça. J'ai du fun. Je recommence à faire des statistiques. Je check mes statistiques, puis j'ai du fun. Fait que, tu sais, genre, je suis comme en train de trouver, par le biais du podcast, puis de mon école, c'est sûr, parce qu'avec mon école, dans le fond, elle est créée, mais j'ai mes rencontres avec mes étudiants. Fait que je m'amuse avec des étudiants qui veulent avancer. Je m'amuse à produire mon podcast, puis j'ai vraiment du fun, là, parce que là, tu me vois pas, mais tu sais, j'ai mes feuilles, là, que tu sais, je planifie ce que je vais dire, même si j'ai 2 pages, là, fait que ça prend pas 1 heure et demie à dire, là. Donc, tu sais, je suis très spontanée dans ce que je te livre, mais au niveau de monter la structure de l'épisode, ben ça, j'aime ça faire ça, parce que ça me permet de me déposer, puis de rentrer en contact avec ce qui m'habite. Euh, j'ai mes statistiques pour gérer ça. J'ai des outils, les outils que j'ai pour produire mon podcast. J'ai vraiment du fun à travailler avec ça. Fait que là, je suis dans un espace et là, je retrouve le plaisir de faire ce que je fais. Je retrouve le plaisir de parler de l'évolution humaine et là, je me reconnecte à moi et c'est ça qui fait une différence dans ma progression au niveau de ma business. Est-ce que je me suis posé la question, je retourne-tu travailler? Je pense, je le sais pas. S'il y a eu des journées où est-ce que je me suis pas posé la question, s'il y en a eu, je sais pas combien, parce que je pense que tous les entrepreneurs se posent la question plusieurs fois par semaine, parce que c'est un challenge de continuer de croire malgré les fluctuations financières, les fluctuations de clientèle, les fluctuations de succès. Euh, je pense qu'on n'arrête jamais de se poser cette question-là. Et dans la posture où est-ce que je suis rendue, où est-ce que je me suis tellement amusée, ça fait 10 ans que je m'amuse à parler d'évolution, d'émotion, de traumatisme. Puis là, j'ai envie comme de redevenir un humain normal. Fait que oui, j'ai pensé à, me semble, j'aurais envie là, d'aller m'amuser à... Ils ont ouvert un McDo à côté de chez nous. À Saint-Joseph-de-Beauce, tu sais, il y a bien juste, il n'y a pas de Tim Hortons, là. Il y a un Subway, puis c'est pas mal tout. Donc, quand ils ont ouvert un McDo, moi, j'ai travaillé au McDonald's pendant 5 ans en- quand j'étais jeune. Puis j'avais adoré ça. C'est là que je suis tombée en amour avec le service à la clientèle. Fait que là, je dis, ah, je vais aller travailler au McDo, je vais aller me ramuser avec le service à la clientèle. Mais là, il n'y en a même plus de service à la clientèle. Fait que là, je fais comme, ah! Et là, ben, je vais aller serveuse d'un restaurant. Là, je vais être en contact avec plein de monde. Je vais pouvoir rire, puis jaser avec tout le monde à tous les jours. Puis là, je suis comme,
C'est quoi tu fais, Chantal? C'est quoi tu cherches? Puis, tu sais, là, j'étais comme, j'aime les gens. J'aime les gens. Puis, ce que mes 10 années entrepreneuriales m'ont permis de toucher, c'est que j'avais tellement cru pendant longtemps que je ne suffisais pas. Quand une mère suicidaire, c'est clair que tu es convaincu que tu suffis pas. J'ai tellement été convaincue que je suffisais pas que maintenant que je sais que je suffis, que autant le soloprenariat que ma vie de couple, que ma vie de mère, que ma vie personnelle, que mon passé, que j'ai transmuté. Puis merci à tous les clients qui m'ont aidé, clients et clientes, qui m'ont aidé à me transformer sans même le savoir. Que maintenant que je sais que je suffis, j'ai juste envie d'être cueillie. euh, dans la plus grande des simplicités. Parce que mon amour des gens fait que j'ai envie qu'ils croient que c'est possible d'être heureux. Et je me sens tellement privilégiée d'être capable de l'être que j'ai envie que tous les gens me voient pour y croire. Parce que je constate que malheureusement, il y a plus de non-croyants que de croyants dans cet espace-là. Et je me demande de quelle façon je peux côtoyer le plus de monde. Je fais beaucoup de réseautage. Avant, je faisais beaucoup de salons. Je vais peut-être recommencer. Je sais pas. Je sais pas. Je suis rendue vraiment à un stade où je veux que ce soit facile. Je m'accorde le droit que ce soit facile. Et plus que je sais que je suffis, plus que je me demande, je suis comme rendue à un stade important de mon entreprise où est-ce que je me demande sous quelle forme je suis rendue à me livrer. Tu sais, je me suis livrée de tellement de façons, là, si je vais chronologiquement, là, tu sais, j'ai commencé à donner des conférences, donc conférencière, après ça, un livre, deux livres, plateforme, marketing quantique, école, webinaire, podcast. Au travers de ça, j'ai organisé deux salons entrepreneuriaux. J'ai fait des formations en groupe, des conférences. J'ai fait énormément de salons en tant qu'exposante et conférencière. Euh, tu sais, je suis rendue à... Tu sais, c'est comme si j'avais tout expérimenté, ce qui s'expérimente en tant que patron, en tant que solopreneur. Puis là, je suis comme, mais sous quelle forme je suis rendue à me livrer? Puis à chaque fois que je me pose cette question-là, ben, sous la forme de ta vérité, sous la forme de ta foi, de ta confiance en la vie, de ton espoir. Euh, et je me dis, la seule façon que ça peut être livré, c'est en prenant une marche dans la rue, puis en distribuant des sourires, puis des regards d'espoir. Donc, j'ai comme, je suis rendue à me promener, puis à être cueillie. Je suis comme si j'étais un espoir sur deux pattes, puis je me dis, ah, qui en a besoin? Qui en a besoin? C'est comme ça que je me sens présentement, puis c'est pour ça que je m'amuse à faire le podcast, malgré que je continue à écrire. J'ai deux livres en écriture présentement. Je continue de m'amuser, puis je continue de réseauter, je continue de voir des gens, mais je suis vraiment à un autre virage
de ma business. Je vais célébrer les 10 ans de mon entreprise, probablement en janvier. Puis, tu sais, je trouve ça le fun de partager ça avec toi. Parce que si t'hésites encore à devenir solopreneur, je te dirais, malgré la peur, malgré l'insécurité, l'instabilité, euh, le stress, la tension, pour moi, c'est un parcours que je souhaite à tout le monde. J'ai toujours dit ça. Tout le monde devrait devenir solopreneur. Pas pour finir solopreneur, mais au moins vivre l'expérience. Parce que moi, c'est la route qui m'a rendue amoureuse encore plus de la vie, une passionnée d'évolution humaine. Donc, pour moi, tu sais, c'est sûr que quand on tripe sur quelque chose, on a envie d'en donner à tout le monde. Mais tu sais, puis le milieu aussi, le milieu du soloprenariat est tellement extraordinairement riche parce que c'est plein de différences. C'est vraiment fascinant, le milieu du soloprenariat. Il y a tellement de groupes de réseautage à cette heure. Ça court les rues, ça pousse comme des champignons. C'est tellement tripant de voir des métiers qui existaient même pas, des formes d'accompagnement, des produits. Ah, j'ai une amie là, que j'ai rencontrée en réseautage, elle fait des guimauves tellement hautes, là, sont belles, sont bonnes, sont carrées au lieu d'être rondes, ben rectangulaires, là. Tu sais, n'importe quoi. Les gens sont rendus créatifs, les gens sont rendus à croire en eux, à s'amuser avec la vie, et ça devrait être facile. Et ça devient facile lorsqu'on sait qu'on suffit. Donc, je te souhaite de sortir du syndrome d'imposteur. Si tu as besoin d'aide, sortir de là, là, ça va me faire vraiment plaisir parce que moi, c'est à partir du moment où je suis sortie du syndrome d'imposteur que j'ai mon ascension, ma révélation s'est faite. Euh, Parce que le syndrome d'imposteur nous met dans une cage. Cette cage-là, on la voit pas, on sait pas que c'est nous qui a les clés, mais elle nous met dans une cage parce que tant qu'on doute de nous, c'est suffisant pour nous limiter dans notre rayonnement, dans notre accessibilité, dans notre visibilité. C'est vraiment là que ça se passe. OK? Donc, regarde ta conception de toi et si c'est le moindrement trop ou pas assez, il faut que tu sortes de là rapidement pour t'amuser dans le soloprenariat. C'est là que ça devient le fun. Et tant que tu as le syndrome, c'est plate. Donc, je t'amène à la dernière partie. Donc, on achève. Je sais que ça fait un gros épisode, mais je pense que tu sais, c'est une passion, c'est pas pour rien, je pouvais pas passer à côté de ça, c'est pour ça que je t'ai prévenu dès le début. Donc, je t'amène des enseignements concrets pour que tu comprennes bien, que tu sois capable de te voir, dans le fond, si tu es dans un ego entrepreneurial ou si tu es dans ton âme, donc si tu es dans réalisation de soi. Donc, je t'amène de la subtilité, OK? Parce qu'on entend beaucoup de dire j'avais la fibre entrepreneuriale, j'avais un élan, euh, et où on entend je suis plus capable d'être dans le 9 à 5. Donc, il y a beaucoup de soit d'éjecteurs du salariat ou de magnétisme dans le soloprenariat parce qu'il y a beaucoup de rêves. Il y a on est en quête de pouvoir, on est en quête d'avoir le choix, de gérer notre horaire, tu sais, on a beaucoup d'espoir, mais il y a beaucoup d'illusions qui se mélangent à ça, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. Donc, je veux t'amener à te voir le mieux possible dans ta posture actuelle pour que du moment qu'on se voit, il y a des choses qui peuvent changer. Alors, l'élan, moi, je parle pas de fibre entrepreneuriale parce que c'est beaucoup trop subtil de confondre entre l'âme et l'ego. Moi, je parle d'élan de réalisation de soi. OK? Donc, ça se vit dans le plaisir. C'est léger. Au niveau du corps, là, on a l'impression qu'on peut gravir des montagnes quand on le fait
on regarde pas l'heure, on pense pas à manger, c'est plaisir à côté, là. On a de l'énergie, de la vitalité, on est comme fou même, OK? Donc, on parle de joie, de folie, d'insouciance, OK? L'insouciance est là, on parle à la limite de naïveté, là, OK? Donc, joie, folie, insouciance, innocence, simplicité, facilité, relative, OK? Donc, on a l'impression que tout va être beau, tout va être facile, blablabla. Et c'est pas des illusions. L'illusion s'installe quand on commence à être convaincu que l'entrepreneuriat doit être d'autre chose que ça, OK? C'est vraiment important. Dès que tu n'es plus dans la folie, la joie, l'insouciance, l'innocence, une espèce de foi inconsciente, une simplicité, une facilité relative, dès que tu sors de ça, c'est parce que tu as des croyances qui te bloquent. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit difficile, sauf si tu en es convaincu. OK? Fait qu'intercepte-toi. Si ça devient lourd, c'est parce que tu es en train de forcer. Ce qui nous amène à la deuxième définition. OK? Donc, un ego entrepreneurial, comment ça se reconnaît? C'est la quête de reconnaissance slash valorisation slash preuve. OK? Donc, on est en quête constante. Donc, c'est des luttes, des combats, des manques à combler, la peur de l'échec, des difficultés, des épreuves, des constats des blessures émotionnelles actives que j'ai nommées tantôt. Donc, on revit l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, la honte. Donc, on revit ça avec plus d'intensité parce que ça se transpose dans l'entrepreneuriat. Parce que la dualité âme-ego est en tout. Donc, si tu es dans la performance, si c'est lourd, si c'est épuisant, tu es dans un ego entrepreneurial et tu es en train de t'égarer. OK? Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de te déposer et à te fouiller, t'investiguer, t'introspecter. OK? Alors, l'incitatif d'intégration, donc les questions là, à te poser pour te voir, c'est donc, investigue ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Donc, pas pourquoi tu as parti de ta business. Bien, ça, normalement, tu es supposé d'être connecté à ça à tous les jours. Mais un matin que, je sais pas, moi, tu es rendu à faire tes publicités sur tes médias sociaux, peu importe. OK? Pourquoi? Pourquoi tu es en train de faire ça précisément, cette tâche-là? Si tu le fais pour combler les autres sans recevoir rien, tu es dans la merde. Si tu le fais dans le but de devenir plus ou devenir moins, t'es dans la merde. Si tu le fais pour prouver quoi que ce soit à quiconque, toi inclus, OK? Si tu essaies de te prouver quoi que ce soit ou si tu essaies de prouver quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, tu es dans la merde. OK? C'est 3 points très concrets qui vont te permettre de te rendre compte que tu es dans un ego entrepreneurial et que tu dois, te redonner le choix de voir et te repositionner pour accéder à beaucoup plus de confort dans ta business. C'est possible. Alors, c'est ce qui conclut enfin. Mon Dieu, j'ai abusé. 1h30, c'est long. J'espère que tu apprécies quand même, malgré que c'est beaucoup plus long que d'habitude. Alors, je termine avec un mantra. Je t'offre ce mantra-là pour vraiment t'aider à te repositionner, te voir, puis faire de la place à d'autres choses pour vraiment ventiler parce que si tu penses à quitter le soloprenariat, tu dois pas le voir comme un échec, mais bien te nourrir et te valoriser par je fais le choix de me respecter dans mes limites, je fais le choix de me respecter dans mon besoin, je suis écœurée d'être stressée. Va t'amuser, ou il n'y a rien qui t'empêche de combiner les deux, trouver un job à temps partiel puis garder ta business. Le champ des possibilités, rouvre-le, OK? Si tu es dans il faut, tu dois te redonner le choix, OK? Ça, c'est super important. Alors, j'y vais avec le mantra. Maintenant que je me souviens que je n'ai rien à prouver et que je me reconnais à ma juste valeur, je me fous la paix et j'œuvre à ma réalisation dans le plaisir et l'amour de moi. Alors, je le répète cette fois-là sans bafouer. Maintenant que je me souviens
que je n'ai rien à prouver et que je me reconnais à ma juste valeur, je me fous la paix et j'œuvre à ma réalisation dans le plaisir et l'amour de moi. Alors, pour moi, peu importe comment tu appelles ça, que ce soit travailleur autonome, solopreneur, multipreneur, je m'en fous. Pour moi, c'est œuvrer à sa réalisation et accepter de recevoir de l'aide par des contributeurs qui s'appellent des clients. Donc, je te souhaite de t'amuser à recevoir tes livreurs d'enseignement, de t'amuser, que ce soit tes livreurs, là, tu peux les avoir autant dans le soloprenariat que dans le salariat. Les livreurs, il va en avoir tout le temps des messagers, des gens qui viennent te livrer, des prises de conscience, la possibilité d'évoluer. Ça se vit dans les deux milieux. Sauf que si tu te sens en cage, que ce soit dans le soloprenariat ou dans le salariat, si tu te sens en cage, tu ne seras pas capable de fleurir dans ton milieu. Fait que choisis ton milieu de manière à être confortable pour fleurir, pour évoluer, pour apprendre à te connaître, te découvrir et t'aimer à chacune des étapes que tu franchis. Fait que c'est vraiment là que je veux t'amener par le biais de cet épisode-là. Je t'invite vraiment à partager. Je vais faire quand même une bonne campagne sur cet épisode-là parce que je trouve qu'il est important pour sortir des tabous du soloprenariat et des tabous du salariat parce que je veux que les gens se redonnent le choix, se redonnent le droit. Alors, souviens-toi que ce que tu as de mieux à offrir, c'est ta différence parce que tu fais une différence partout où tu vas. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour tes partages et bien sûr, si tu as besoin d'être accompagné pour te défaire du sapristi de syndrome d'imposteur, bien, ça va me faire plaisir. Je te souhaite une excellente journée.